Bonsoir à tous, ce soir nous accueillons Fabien Kilevere alias Xil sur la planète e-sport. Il est infirmier de formation mais aussi sophrologue et surtout préparateur mental, c'est ce qui nous intéresse. Il est armé jusqu'aux dents pour nous accompagner dans les meilleures conditions, notamment pour les joueurs e-sport qui souhaitent atteindre le plus haut niveau. Il a déjà accompagné plusieurs joueurs professionnels, notamment sur League of Legends avec Mirage et Liandra, top 10 des équipes françaises actuelles. Il a aussi accompagné Bifrost jusqu'au quart de finale des Européennes Master. Il est avec nous ce soir pendant 1 heure pour parler évidemment de préparation mentale, mais on ira plus loin car Xil nous présentera un de ses outils spécifiques qu'il utilise avec ses joueurs. Et enfin, on aura l'occasion de répondre à vos questions dans le chat. Donc restez bien avec nous jusqu'à la fin. Bienvenue à tous sur le second live Mental in Game, première plateforme de préparation mentale. Salut Xil, comment vas-tu ce soir? Salut Alex, ça va super et toi? Ouais, bah écoute, je suis très content de te retrouver ce soir pour ce second live. C'est tout frais sur Mental in Game. On lance les lives pour connaître un peu plus les préparateurs mentaux qui font partie de la plateforme Mental in Game. Donc c'est l'occasion ce soir d'en savoir un peu plus sur toi, de te connaître davantage. Tu verras, je t'ai préparé quelques petites questions sympatoches. Et puis l'idée, c'est qu'on passe une petite heure ensemble pour en savoir plus sur la préparation mentale. Alors si tu le veux bien, on commence dès maintenant. Let's go. Allez, c'est parti. Alors, déjà, moi, j'avais une première question. D'où vient ton pseudo? C'est un pseudo que j'utilise surtout pour les jeux, mais dans le domaine de l'accompagnement, je préfère qu'on m'appelle Fabien. Mais en fait, c'est la contraction d'une molécule que j'ai rencontrée dans un diapo de médecine. Et cette molécule, c'est le xylulol. Et à la base, si je me suis arrêté sur cette molécule, c'est parce que elle a fait mourir de rire le gars avec qui je bossais en médecine. Et c'est parti sur quelque chose de très très drôle. Xylulolololololol. Et on se Ah, répétait ok. ça en boucle. Ah, je Mais vois. si on veut se la jouer un peu plus classe, c'est une molécule qui sert à sortir les personnes qui sont dans le coma de leur léthargie. Donc, Ok. un petit côté réveil. Ok, d'accord. Bah, ça vient de loin. En fait, ça fait combien de temps, ça, déjà? Médecine 2013. J'ai arrêté médecine en 2013. Ah, finesse. Ah ouais, donc ça, ouais, c'est pas un pseudo qui date d'il y a 1 an ou 2 ans, quoi. Ça t'a toujours suivi, en fait. Ah, j'en avais un autre avant qui était un petit peu élaboré aussi, mais que j'ai laissé tomber. Ok, voilà, vous êtes au courant, Xil, d'où ça vient. Du coup, on va essayer de te connaître davantage. Moi, j'aimerais savoir aujourd'hui dans quelle région tu te situes. Pourquoi? Parce que, en fait, sur la plateforme Mental in Game, vous savez que c'est une plateforme 100% digitale et nos coachs sont répartis un petit peu partout en France. Donc, toi, tu te situes où et où est-ce que tu as grandi ensuite? Alors moi, j'ai les pieds dans le lac Léman et la tête dans les Alpes. Je suis à D'accord? mi-chemin entre les deux, dans la région de enfin dans le département de Haute-Savoie, à Ouais. côté de Thonon, dans la petite ville de 500 habitants de Rêve-Rose. Très belle région d'ailleurs. Magnifique. Je suis allé là pour la qualité de vie. Ouais, tu t'y plais, ça va? C'est super, c'est super. Et je suis originaire, faut pas l'oublier, j'ai des racines très profondes de Bretagne, La d'extrême Bretagne, ouest à à tous les Brest. Bretons qui nous écoutent. Yoann, si t'es par là, je sais pas, mais je crois que t'as un acolyte là-bas. L'hiver, ça fait quoi? Ça fait un peu de sport d'hiver là-bas ou tu t'es Ben, adepte de ski, de snow, je sais pas? figure-toi qu'à la base, je suis arrivé dans cette région en pensant uniquement à l'été. J'avais oublié que j'allais être si proche des sports d'hiver. Et c'est génial parce que sport d'hiver, j'en faisais quand j'allais en colo de ski avec mes potes et du coup, ça m'a ramené à ça. C'était trop cool. Ok, du coup, pour aller un peu plus loin, moi j'aimerais bien savoir, et nos viewers aussi, quel genre d'enfance tu as eu, et puis finalement dans quel genre de famille tu as grandi, quelles étaient tes passions quand tu étais gamin ou ado, enfin tout ça on aimerait bien savoir. Donc, Alors moi, j'ai tout de suite baigné dans le sport, mais peut-être pas pour les meilleures raisons. Parce que quand j'avais moins de 7 ans et jusqu'à mes 7 ans, mes parents m'ont forcé, en tout cas mon père m'a forcé à faire de la gym, figure-toi. acrobatique ou De la gym artistique comme quand on fait à 5 et 6 ans, quoi. Ouais, ok, ouais, le truc classique quoi. Bah j'étais le seul mec. Ah ouais, d'accord, ok, comme ça c'est fait. Mais ce que j'ai su après coup, c'est que mon père voulait que j'y aille pour draguer les mamans à ce cours-là. Ah, le bon plan. Et puis après, j'ai fait de l'athlétisme, du foot, enfin avant du foot. Après, j'ai suivi mes potes à l'athlétisme. Et ensuite, j'ai, avec difficulté, suivi encore mes potes dans de l'aviron de mer. Et c'est là que j'ai fait mes plus belles armes.
T'as fait de l'aviron pendant combien de temps? J'ai commencé à 15 ans les premiers essais, sauf que on va pas se mentir, c'est un sport un peu de bourrin et qui est pas du tout attrayant pour un pré-ado. Donc le premier contact a pas du tout été bon, mais le pote en question a insisté et on s'est retrouvé à être un groupe de 4 gars sûrs, 4 bien solides dans le même bateau Ouais, et on a commencé à s'enjailler à un grand coup de ouais. allez, on va ramer, on a des gros bras, oh là là. Ouais, c'est ça, ouais. Mais tu sais, j'ai fait de l'aviron pendant 1 an, c'était sur le lac près de Vichy, dans l'Allier. Et Très donc grosse place tu... de l'aviron. Ouais, exact, exact. Et je me rappellerai toujours, c'est là où j'ai perdu mes lunettes de vue sur un skip. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, je crois un Ouais, skip, ouais, c'est ouais. un Quand t'es bateau tout très seul? très fin, tout seul, ouais. Et c'était la première fois que je montais dessus et on m'avait Mmh. expliqué qu'il fallait faire attention, bah, tu vois, de bien Ouais, garder de ses ouf. rames à plat. Et je sais pas, sur un demi-tour foireux, T'as pris la confiance. j'ai pris la confiance, mon bateau s'est retourné, mes lunettes de vue sont tombées. J'ai tenté d'aller les chercher, mais en fait l'eau était tellement trouble que c'était impossible. Du coup, je suis Mmh. reparti sans lunettes. Enfin, c'était un vrai calvaire, quoi. Ok. Ça nous est tous arrivé, hein. Et quand t'es dans des embarcations qui sont plus fines que tes hanches, tu t'assois sur un truc clairement Ah plus mais fin que. c'est incroyable. T'es assis et la largeur de tes hanches, ouais, c'est plus large que le bateau en lui-même, quoi. Ouais, ouais, c'est un délire. Moi, j'ai jamais trop kiffé le skiff. Et du coup, donc t'avais quel âge quand t'as fait de l'aviron, toi? J'ai commencé les premiers essais à 15 ans. On s'y est mis sérieusement l'année de mes 16 et 17 et 18. On a fait 2 championnats de France à 17 et 18 ans. Ah ouais, c'est quand même du haut niveau, quoi. Ouais, bah après, faut savoir que l'aviron de mer, on n'a pas autant de compétition que l'aviron de rivière. Donc, si tu veux, on avait juste une ou deux embarcations dans notre domaine de compétition, le cadre de couple, où on avait du coup, bah, pas franchement de personnes qui s'investissaient autant que nous, je pense. Du coup, ça s'est bien passé. On a même été jouer un petit peu sur le domaine de la rivière pour pouvoir avoir de la compète. Et c'est comme ça que c'est assez facile d'arriver aux France. Mais la première année, c'était profiter de ce système qui faisait que tu y arrives facilement. Mais on a pris go à la compète et l'année d'après, on s'est dit, vas, on va grind, on va faire 3 sorties bateau par semaine et 2 sorties muscu. Vraiment, c'était haut niveau, quoi. Et du coup, maintenant que tu es préparateur mental, est-ce qu'à l'époque, tu as ressenti du stress pour une compétition? Est-ce que tu avais rencontré des problématiques? L'avantage qu'on avait, c'est que on se régulait vachement entre nous et on était super bien encadrés. En fait, si tu veux, nos encadrants, nos coachs, c'était un petit peu le stéréotype. Genre, ils étaient en mode loisir et un jour, on leur a fait, on veut de la compète. Ils ont fait, ah ouais. Ah ouais. Eh ben, on va devenir des coachs. Ah ouais? Et du coup, ils jouaient les bad cops à fond alors que c'était des mecs en or, quoi. Donc c'était très rigolo. Ah ouais, Ça nous d'accord. mettait grave de ouf à l'aise. Mais faut pas oublier que c'est un sport où tu peux avoir pas mal de casse. Et moi, ça m'est arrivé, par exemple, sur une compète à domicile en plus, dans Ouais, notre club. Euh, bon, on avait tellement d'avance on a gagné quand même. Mais d'accord. mais sur le dernier tour, à peu près le tiers de la course, j'ai cassé une des attaches qui tient à la rame. Donc Ouais, en fait, j'étais troisième position. Donc je me suis retrouvé à ne plus ramer du tout parce que si tu rames que d'un côté, tu déséquilibres le bateau. ouais. Et bah, mes coéquipiers ont fini la course sans moi, quoi. Et toi, t'es là à essayer de suivre le rythme parce que les sièges bougent. Ouais, tu m'étonnes. Et du coup, bah, t'es là en mode putain Ouais. la honte, T'as putain je suis vénère. t'as fini Donc avec un handicap, quoi. ouais, mais pas mal de gestion des émotions en fait, parce que je me rappelle aussi une chose que j'avais faite et que j'ai regretté un peu après sur la compétition de la dernière année pour la place de champion de Bretagne. À la fin de la course, je me suis levé dans mon bateau, j'ai fait Pornic on les nique parce que c'était nos adversaires directs Ah et d'accord. je me suis fait mais rabattre mon caquet par le coach. Oh là 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 là. C'est Enfin, tu vois, il y avait de la hargne et je la dirigeais vers les adversaires, donc ça allait, mais c'était pas très sport. J'imagine l'ambiance, quoi. Ouais. T'avais l'aviron, là, comme Ouais. passion. C'était une passion? On peut considérer ça comme une passion à ce moment-là ou pas Ouais, forcément? ouais, clairement. Enfin, c'est, c'est plus le fait d'être avec tes potes et te pousser dans tes retranchements et d'aller chercher le dépassement de soi ensemble qui était kiffant. A posteriori, tu vois, j'ai arrêté l'aviron. J'en ai pas refait. Tandis que je fais encore des trucs où ça me demande de puiser dans mes limites et puis de tirer le groupe vers le haut, etc. T'avais une passion pour les jeux vidéo à ce moment-là ou pas encore ou pas du Ah tout? oui, 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 oui. Bah en fait, Age of Empires m'a mis le nez Ah! dedans quand j'étais tout petit, Age of Empire. normal. La- Et après, quand j'étais au lycée et en même temps que je faisais l'aviron à haut niveau, j'avais un petit peu ce rituel, c'est-à-dire que une fois que je rentrais de l'entraînement de l'aviron, je préparais mon petit goûter, je me mettais devant une vidéo de Ponfétude
D'accord. S'il y en avait une qui venait de sortir, parce que c'était le début, il y avait pas forcément énormément de trucs, des fois j'en regardais. Et une fois que j'avais fini mon goûter et la vidéo de Ponfétude, je me lançais quelques parties avec des potes de StarCraft 2. Ah, d'accord. T'as StarCraft 2, j'ai moins poncé, mais Age of Empires, ouais, à fond. Ouais, c'était des bons moments, ça. Ouais, de ouf, de ouf. Le moment de l'insouciance où tes parents te disent fais tes devoirs dans ta chambre Ouais, avec c'est un ça, super ouais. ordinateur. T'es là, oui, 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 je vais faire mes devoirs. T'avais une salle de jeu en réseau, toi, dans ta ville? Alors, moi, je suis dans une petite ville de campagne, mais figure-toi qu'il y en avait une quand même. Il y Ouais. a, à un moment donné, il y en a une, elle a fermé après. Mais c'est super bon souvenir, ça aussi. C'est marrant que tu parles de ça. Ouais, bah, c'est parce que j'en ai connu une aussi, et c'est Ah, vrai que ça, c'est de là qu'a tout commencé, hein. Donc toi, t'es infirmier de formation, ouais, donc t'as fait tes études principalement au départ dans ce domaine. c'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus juste sur cette partie-là? Comment t'es arrivé en fait dans ce domaine? Est-ce qu'il y a un cocon familial qui était propice à ça ou pas du tout? Je suis le seul qui est dans Et- la santé. Dans ma famille, ils sont tous ingénieurs. Ah ouais, d'accord. Rien à J'étais voir. un petit peu à part. Mais je voulais faire mon intéressant et réussir en médecine. Euh, J'étais pas une bête de concours et je le suis sûrement pas encore. Et du coup, je me suis rapatrié plutôt que d'être un spécialiste de la maladie. Je me disais être spécialiste de la personne. Ça me plaît bien. Donc j'ai fait ça. Spécialiste de la personne. Ça, c'est Mhm. beau, j'aime bien. Qu'est-ce que tu adores? Qu'est-ce que tu aimes par-dessus tout dans ta vie aujourd'hui, Xil? La liberté, principalement, même si ça incombe beaucoup de responsabilités, beaucoup de stress. Derrière, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir construire mon planning comme je veux. Je fais de l'intérim infirmier pour assurer mes fins de mois, mais tout mon temps libre, si je puis dire, en dehors de mes loisirs, c'est dédié à la préparation mentale, à accompagner des joueurs. J'en retire de l'argent aussi, donc c'est super cool. Et comment ça s'appelle? Et puis apprendre des nouvelles choses. J'ai toujours un bon bouquin qui traîne à côté sur de la préparation mentale ou un livre C'est quoi? On veut audio. savoir. Présente-nous ce bouquin. Ça, c'est la dimension mentale au rugby. C'est ma dernière acquisition. Un petit conseil d'une de mes formatrices pour travailler sur les collectifs. Donc, Ah, j'ai pas génial, commencé encore. génial. C'est la prochaine lecture. Entre autres, ouais, ouais. Mais j'ai aussi pas mal de lectures annexes qui sont pas forcément reliées à l'e-sport, mais qui ont un petit lien quand même. Genre, en ce moment, je lis des bouquins d'éducation sur les gosses. Ah, excellent, excellent, excellent. T'es papa? Non. Et ça t'intéresse? Non, mais c'est marrant. Moi, je le suis pas non plus. Et j'ai un bouquin. Alors là, je l'ai pas à disposition, mais je pourrais le chercher. C'est sur l'éducation des enfants. Et j'ai trouvé des principes hyper intéressants. Ok, d'accord. Donc, ok, il y a d'autres lectures à côté comme ça Ouais, ouais, qui ouais. Puis des t'intéressent et qui trucs te passionnent. des fois complètement à l'ouest. Enfin, je me dis que on gagne à trouver des nouvelles, des nouveaux domaines et à appliquer des connaissances de ces domaines à ce qu'on aime le plus. Donc, Est-ce que tu as peur de quelque chose? Peur ou une crainte? en bon professionnel de la relation, j'ai creusé mes peurs profondes pour éviter de les projeter sur les personnes que j'accompagne. Et du coup, je vais te faire une réponse que tu vas détester puisqu'elle est extrêmement synthétique et randomisée. J'ai peur de l'abandon, Alex. Ah, peur de l'abandon. Et de la Ah, solitude un petit peu, oui. Même si j'ai besoin de ma solitude par moments, c'est pas un hasard que je sois à la montagne. et tu sais d'où ça vient ou comment ça se traduit? Est-ce que tu as rencontré des moments de solitude des fois dans ta vie qui étaient complexes à gérer? Je sais pas, peut-être? Bah, j'ai été élevé par ma mère parce que mes parents se sont séparés quand j'avais 7 ans, je crois. Même si par la suite ils sont redevenus très très proches, même simplement meilleurs amis, carrément. Mais j'ai été élevé par ma mère seule, déjà ça joue. Pendant cette période, elle a vécu un traumatisme, elle a perdu son frère jumeau. Du coup, elle a fait une dépression, j'ai aidé à traverser ça. Et j'ai été paradoxalement, dans mon cercle d'amis, le seul qui n'avait pas de fratrie. Donc quand je voyais mes potes qui étaient, avec des petits frères, des petites sœurs, des grands frères ou des grandes sœurs et des familles ultra composées, moi j'étais avec, ma mère et puis, nos problèmes, de de famille, séparées quoi. Donc je pense, c'est parti de là et puis
Après, ça se potentialise, mais j'ai quand même reçu beaucoup d'affection de mes parents, donc avant cette période-là, j'ai rien qui a pu induire quoi que ce soit, je pense. Tes parents t'ont toujours laissé faire ce que tu souhaitais dans la vie? On m'a forcé à aller à la gym, wesh. Ouais, ça a été un vrai traumatisme. Je pourrais te sortir des photos de moi déguisé en clown, le seul mec entre plein de nanas en tutu, putain, au secours. Ah, le traumatisme. Non, pas traumatisé, mais vraiment emmerdé. J'étais gravement C'est de là que vient la emmerdé. solitude. T'as peur de te retrouver dans la vie tout seul en tutu, quoi. Il faut le dire. Putain, et dis-toi qu'avec ma profession, je suis souvent le seul mec parmi un groupe de nanas aussi, hein. Ouais, Pour ça que et l'e-sport me fait tellement de bien. ouais, tu m'étonnes. Ah putain, ouais, c'est vrai que on n'est pas encore dans la parité absolue sur l'e-sport, mais effectivement pour toi ça contrebalance Mmh. ton passé. Du coup, J'accompagne quelques femmes quand même en individuel. J'ai eu cette chance-là ah, c'est de cool ça. croiser des rares nanas qui se dépassaient et qui se donnaient les moyens, donc c'est chouette. Du coup, on a vu un petit peu ta vie perso. On va retourner un petit peu dans le côté e-sport, dans le côté jeux vidéo. Quel est ton jeu préféré aujourd'hui sur la scène e-sport, Xil? Sur la scène e-sport, ah ouais, ça ferme des portes tout de suite. Ah oui, alors, alors tu sais quoi? Vas-y, sur la scène e-sport et après, si tu veux, on élargit un peu le truc sur le gaming. Ah mais moi celui que j'ai préféré de tous les jeux qui se jouent encore sur la scène e-sport, c'est Melee. Smash Melee. Melee. Ok, Smash Melee. Ok. Pourquoi? Super Smash, ouais. Parce que c'est celui que j'ai tronché avec mes potes d'enfance. Si tu veux, c'était grande famille, pareil, encore une fois. Et ils avaient un étage où il y avait les deux chambres des frères. Et au milieu, il y avait le palier avec l'escalier qui descendait en colimaçon sur 2 étages. Et il y avait une téloche là, avec une GameCube. Et j'ai passé des après-midi entières, des nuits entières même, Ah, sur ce palier, genre juste avec l'escalier derrière, à même le sol, pas de chaise, juste de la moquette et puis la télé cathodique, la GameCube, avec des manettes et à se gueuler dessus, putain, t'as pris la bonne manette et tout. Enfin, tu vois le délire. c'est Et tellement putain, on a tellement nostalgique. pensé ce jeu, mais et c'est le petit frère qui nous mettait la mine en plus à chaque fois. C'est lui qui a En le plus, plus bossé le jeu et du coup, on a un peu les glandes quoi. ça avait déjà plus de réflexes que nous à l'époque. Non mais j'étais un bon Fox Enjoyer ou Pikachu à ce moment donné. Et, j'ai bien kiffé ma life à ce moment-là. C'est des super souvenirs. Est-ce que t'as un joueur préféré, Xil, aujourd'hui? J'en ai plein. T'en as plein? J'en ai Ouais, plein, ça va être j'en ai plein. difficile, j'imagine, mais Ouais, s'il y en a qui se ouais. démarqueraient, ce serait lequel et pourquoi? Bah, il y a ceux que je connais et ceux que je connais pas. Ah, Donc, ouais, c'est vrai que c'est difficile de pouvoir dire pourquoi on aime telle personne alors que finalement on la connaît peut-être pas. Alors comme ça, de celle que tu connais pas vraiment et qui serait ton joueur préféré ou ta joueuse préférée, j'en sais rien. bah, je dirais Odo Omne, clairement. Parce Ouais, que une résilience incroyable, une présence malgré un manque de résultats très long, et malgré tout une énergie hyper positive et un commitment, un engagement pour son équipe. Et franchement, d'un point de vue extérieur, c'est tellement un chic type. Tu peux juste lui donner le monde, quoi, Jésus. Tu te dis, bah, vas-y mec, prends la coupe. Enfin, tu l'as. C'est génial. Quand il a soulevé le trophée des LEC là, cette année, c'était... Oh. est-ce que peut-être des gens que tu connais, en tout cas des joueurs que tu connais plus, est-ce qu'il y en a un qui se démarque? Est-ce que tu pourrais nous dire qui ce serait? Des joueurs que j'ai coachés, tac, 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 il y a plusieurs profils à chaque fois, hein. Allez, Hmm. un top 3. Un top 3, non, non, on va en donner qu'un. Après, ça va faire trop de Allez, déçus. allez, on va mettre qu'un donc pour ceux qui nous regardent, s'ils sont sur le live. Ah, j'ai beaucoup aimé travailler avec Serendip, Pierre-Olivier Massol, qui est le grand frère de Jésus. D'accord, ok. Et qui est une personnalité vraiment à part. En tout cas, quand je suis arrivé et que j'ai commencé à l'accompagner, c'était le mec qui avait vraiment pareil, des valeurs super chouettes et une curiosité pour tout, même si ça voulait pas forcément dire surinvestir la préparation mentale ou certaines choses, mais comme je te dis, c'était assez sain, il doutait des choses et c'était une super approche. Et on continue d'échanger, je suis son parcours et je lui souhaite d'avoir un super mercato justement pour cette saison et de réussir à faire une belle perf cette année, enfin l'année qui arrive. Ouais, bah c'est tout le mal qu'on lui souhaite, évidemment. Pour la suite, on va partir sur la deuxième partie de ce live. On va parler de préparation mentale. C'est un peu le sujet aussi de notre rencontre ce soir. Euh,
Moi, déjà, pour les viewers qui nous écoutent et les youtubeurs qui nous écouteront plus tard, j'aimerais que tu puisses nous donner ta propre définition de ce qu'est la préparation mentale pour toi, Xil. La préparation mentale à mes yeux, c'est le fait de développer ses habiletés et ses capacités, que ce soit mentales, organisationnelles, ou physiques peut-être même, pour, arriver dans les meilleures conditions pour, réaliser une tâche et performer. Donc ça peut aller des choses comme, simplement être capable de se concentrer, manger, sainement ou alors d'avoir un rythme de vie, adapté. Pas forcément quelque chose calqué, sur un schéma parfait, mais quelque chose qui correspond à chaque personne, qui est personnalisé et qui lui permet d'être autonome. Une fois qu'elle a identifié les grandes règles, qu'elle puisse, utiliser les concepts, mis à sa disposition pour faire à sa sauce et faire son propre plan vers, le trésor. C'est difficile en une phrase de pouvoir la résumer, mais si on devait en Si faire tu veux, une, il y a une phrase que j'utilise qui est pas mal si tu veux. eh ben, écoute, on est là pour démocratiser ensemble la préparation mentale. C'est l'objet, c'est le leitmotiv de Mental in Game, donc je t'en prie, avec plaisir. Alors, sa définition de la préparation mentale en une phrase, c'est un entraînement qui consiste à développer les habilités mentales et cognitives dans l'objectif d'optimiser la performance personnelle ou collective du ou des sportifs, tout en favorisant le plaisir, de la pratique et l'autonomie. Ouais. Plaisir que j'ai pas nommé mais qui est très important également. Ouais, ouais, je crois que c'est tout aussi important. Effectivement, ouais, je trouve que bah, finalement, elle résume très bien ce que pourrait être la préparation mentale. Et évidemment, on peut aller beaucoup plus loin et développer beaucoup plus. Alors, du coup, pour un joueur e-sport, la préparation mentale, à quoi ça peut lui servir pour ceux qui nous écoutent ce soir, qui veulent se préparer mentalement, en tout cas qui s'intéressent à ce domaine, à ce sujet-là, qui est la préparation mentale, le cerveau. À quoi ça peut lui servir finalement? Bah, déjà, il y a plusieurs types de publics, je pense. Il y a les amateurs semi-pro et il y a les pros. Parce qu'en fait, la performance, elle se base sur 4 piliers principaux qui sont, tactique, physique, je vais pas les avoir tous en plus, mental du coup et stratégie peut-être? Mais j'ai un Ouais, doute avec tactique, ça va peut-être redite. Faudrait que je recheck et en fait, ce qui est à retirer de ce concept-là, c'est que le mental, il va te donner un avantage que si tu es solide sur les autres piliers avant. ouais. Typiquement, si t'es pas capable de développer un niveau, ah, c'est technique, stratégie, physique et comment ça s'appelle? Le mental. Et en fait, si t'es pas capable de développer suffisamment de compétences pour être au niveau des autres en termes de physique, de technique ou de tactique, bah, tu beau te relever, de toutes les défaites et d'avoir un mental, à toute épreuve, c'est pas forcément ce qui va te permettre de faire la différence. Tu vois, typiquement, moi, bronze 1, un des plus bas Elo sur, LoL, j'ai beau appliquer mes techniques à moi-même, ça sert pas à grand chose. Ah, je vois tout à fait. Je Je suis vois tout à fait. intiltable, mais je suis quand même, un bon argument de défaite de mes teammates. Je te rejoins tout à fait sur CSGO, je suis Nova 4 et voilà, ça doit être sûrement l'équivalent de Mmh. bronze. Mais après quand tu rebascules dans l'autre et c'est pour ça que semi-pro, c'est un petit peu complexe parce qu'on s'en rapproche, eh bien, tout le monde a ce niveau de compétence. Tout le monde a un physique développé, tout le monde a une tactique, tout le monde a une technique qui est au pointu et super, à l'avant-garde et ce qui va faire la différence, c'est, bah, l'aspect qui est peut-être moins entraîné ou pas entraîné par tout le monde, c'est le mental. Et autant c'était quelque chose qui était très vrai, jusqu'il y a quelques années, mais maintenant on voit que dans presque toutes les sphères compétitives, tu as des personnes qui sont soit les entraîneurs, soit dédiés à ce domaine, parce que le mental s'entraîne et pour durer notamment dans l'e-sport, comme dans le sport, bah, c'est quelque chose qui devient primordial. Un accompagnement en préparation mentale, ça ressemble à quoi en fait quand tu es un joueur? Si demain, par exemple, je souhaite te solliciter, qu'est-ce qui va se passer sur notre premier contact? Ce qui va se passer, c'est que déjà on va se rencontrer, c'est la rencontre de 2 personnes, et de là va naître des idées potentiellement, mais on y viendra après. Ce qui arrive en premier, c'est, se rendre compte. C'est c'est pas exactement être face à un miroir, mais c'est faire un pas de côté, un pas en arrière pour voir, où tu en es aujourd'hui, qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu veux améliorer
et à partir de là, prendre des raccourcis et accélérer pour, aller vers des destinations et des sommets que tu aurais pas cru atteignables tout seul, ou alors même au départ et le faire, avec, une ouverture d'esprit à pas mal d'autres choses qui pourraient agrémenter ta pratique et au final dépasser tes limites, clairement. D'accord, donc au départ, il y a peut-être un travail un peu d'introspection ou pas forcément? Ça va dépendre. Certaines personnes, ça leur fait beaucoup de bien, ce travail d'introspection. Dans tous les cas, quand je suis en accompagnement avec les gens, je jette des balles perdues de temps en temps et en fonction de comment la personne réagit, eh bien, tu sens un intérêt ou pas et à partir de là, bah, oui, on part sur, des choses qui sont plus intimes ou non, on reste sur du très pratique et sur de l'organisationnel. Je veux travailler tant d'heures, je veux maîtriser telle compétence dans le jeu et cela me donnera tel résultat. Ça, c'est un truc très pratique et très, classique où on rentre pas vraiment dans l'humain et dans l'introspection, mais qui marche très bien. Du coup, il y a quand même sur la première séance pas mal de questions que toi que tu lances pour savoir un petit peu où tu te situes. Et puis finalement, comme tu le dis, c'est un miroir pour le joueur. C'est aussi de se confronter à des questions peut-être qui ne se seraient jamais posées. Moi, je vais aller calibrer, c'est-à-dire que je vais essayer de m'adapter, me synchroniser avec la personne que j'ai en face de moi, savoir quelles sont ses valeurs, qu'est-ce qui va le toucher et en même temps lui proposer un reflet et avec ça, peut-être que lui-même va pouvoir déjà commencer à mettre, les mains dans le cambouis et à apporter des réflexions et des propositions. Mais je finis toujours la première séance sur du pratique. Parce que je pense qu'il y a rien de plus frustrant que de juste discuter, de se rendre compte de l'envergure du travail et de pas y aller. Ouais, ouais, d'accord, ok. Donc Donc on finit toujours je la mets toujours un séance. point d'honneur de pratiquer un petit peu sur la première séance. Après ça va dépendre des besoins. Si comme tu dis, c'est de l'introspection, on va être plus sur du dialogue, mais autrement on peut enchaîner aussi directement après sur de la pratique. Du coup, après cette première séance, vous avez déjà écrit un objectif que le joueur souhaite? Est-ce qu'à la fin de cette première séance, tout est clair dans le sens où on sait où est-ce qu'on va pour les prochaines? Pas forcément et Ah, c'est tout à fait OK. Si tu d'accord. veux, je préfère prendre plus de temps et laisser la personne avancer pour définir ses objectifs de façon le plus adaptée. J'ai connu des personnes chez qui ça a pris, plus de 4, 5 séances, Ah mais ouais, c'est d'accord, ok. primordial de prendre le temps. C'est pas parce qu'on met pas d'objectif qu'on va pas avancer, au contraire et je pense que tous les temps de préparation nous font gagner du temps, overall sur, le travail et sur, l'évolution de la personne. Non, mais c'est super important que tu précises ça parce que j'avais une idée préconçue qui était de se dire, Mmh. la première séance, on fixe un peu les objectifs. En tout cas, il y a tout un travail de questionnement. En en tant que professionnel, c'est plus rassurant de se dire qu'on trouve vite un angle d'attaque. Moi, techniquement, au début, quand la personne m'explique ses blocages et ce sur quoi elle voudrait travailler, je lui donne ma vision et en fonction de comment elle attrape ça au vol, qu'est-ce qu'elle va me répéter le plus souvent, ou alors qu'est-ce qui va entraîner une réaction physique chez elle. Je vais voir sur quelle voie je vais avancer, mais très souvent, en fait, c'est pas le premier problème qui est le véritable problème. C'est un espèce de biais psychologique où on cache un petit peu, nos vraies peurs, nos vrais besoins par, quelque chose qu'on pense, acceptable et qu'on puisse, balancer et qui nous demandera peut-être pas trop de sacrifices et de remise en question. Ouais, généralement, on ne traite pas la problématique pour laquelle on était venu au départ. Très souvent, c'est ce qui se passe, oui. Oui, oui, oui. Il y a une métaphore que j'aime beaucoup, c'est que tant qu'on n'a pas mis le premier pas sur le chemin, on ne sait pas où il amène. Ouais, ouais, ça revient à ça effectivement, ouais. Mmh. Je me suis rendu compte, puisque ça fait début Covid, donc début 2020, que j'ai rencontré Guillaume, qui est cofondateur avec moi sur la plateforme Mental in Game. Yes. On s'apparente un coach mental, à un gourou. Enfin, on ne sait pas si il va nous faire des trucs un peu Il y en a, bizarres. il y en a, il y en a. Il y en a, je pense qu'il y en a. Et notamment En voie de aujourd'hui. disparition, mais il y en a. Ouais, j'espère croire que c'est en voie de disparition, évidemment. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est déjà un peu plus encadré. On trouve, et tu fais partie des préparateurs mentaux qui ont un DU en préparation mentale, Mmh. hein, Ouais. qui est une des deux ou trois écoles en France, enfin, Il y a, universités qui le font. 4, DU, ouais, en France, mais celui que j'ai fait, c'est le plus exigeant. Il essaye de passer sur format master même. Ouais, d'accord. Donc, comme quoi,
on step up bien dans Mm. ce domaine et on se professionnalise de plus en plus. Donc voilà. Sachez, j'en profite pour vous dire que sur Mental Game, il n'y a que des professionnels de la préparation mentale. Il n'y a pas de gourou. Si tant est soit bien que vous pensiez qu'il y en ait. Voilà, je le dis. On passe à la suite et je voulais te poser une question qui est importante. Quelles sont les problématiques pour lesquelles on vient te consulter généralement? Quelles sont les deux, trois problématiques principales pour lesquelles on vient voir un coach mental? Très souvent, le problème commun, c'est d'avoir du mal à gérer la pression. C'est comment est-ce que je gère le stress dans les moments importants? Comment est-ce que je vis à la hauteur des challenges? Et comment je fais pour, une fois arrivé en phase finale, ne pas m'écrouler et montrer mon véritable niveau de jeu et pouvoir, faire fructifier tout ce temps que j'ai mis à l'entraînement et de récolter enfin les résultats, de mon engagement. Donc ça, c'est problématique numéro un, gestion du stress, on pourrait dire, Ouais, la pression. gestion du stress en premier. Ouais. Et ensuite, qui au final va très vite être lié, c'est, la confiance en soi ou l'estime de soi, qui sont 2 choses différentes, mais qui au final regroupent un petit peu le 2e pôle de demande. Là, c'est des personnes qui vont avoir des croyances et qui se disent: «Beh, je suis un nouveau, je peux pas, battre, des gens qui sont super forts» ou alors, «Je sais que je j'arriverai jamais, en division 1, mais, je veux me donner à fond en division 2». Je sais que sur telle partie du jeu, j'arrive pas à le faire. Je suis très mauvais en défense, par exemple, pour reprendre, Counter et ce genre de choses. Ils veulent passer au travers de ces blocages. Puis C'est pas une après, problématique? je sais pas si c'est, de mon expérience, biaisée par, le fait que j'ai beaucoup bossé sur LoL, mais gestion des émotions. Tilt notamment ou alors, grande période de tristesse, et de down émotionnel. Quand c'est pas une problématique interne dans le jeu, c'est-à-dire gestion du stress ou estime, ça peut être aussi un élément externe au jeu. Ouais, ouais, ouais. Je pense notamment au dernier article de Team AAA sur un joueur CSGO de chez Astralis, un Danois. C'est Device, Device, OK. un des plus grands joueurs de la scène compétitive Counter-Strike, qui est parti en dépression, mais pas forcément par rapport au jeu, mais apparemment pour des problèmes personnels, notamment liés à sa compagne, à son ex-compagne, et ça s'est répercuté dans le jeu. Donc, est-ce que tu as toi aussi des fois des éléments comme ça externes? Il y a des personnes qui bon, ça dépend après du modèle selon lequel les joueurs se sont construits, mais pour certains, c'est très important de plaire et d'être, apprécié par les personnes du sexe opposé et du coup, quand tu vas avoir des périodes où ils sont en flirt avec des nanas ou avec des mecs, et ben, ça va super bien, ils sont super forts. Après, ils font un plateau quand ils sont avec la personne, puis après il y a des périodes de moins bien et là, ça part au fond du trou. Ouais, Mais vrai j'ai surtout rencontré d'autres choses. C'est, des personnes qui étaient à mi-chemin entre, le niveau pro et le niveau amateur, qui n'avaient qui avaient de quoi vivre très sommairement, mais qui espéraient passer, pro et qui ne savaient pas s'il fallait faire l'engagement complet ou pas. Une question qui revient souvent, c'est: «Est-ce que j'arrête mes études pour me consacrer à 100 aux jeux vidéo?» ouais, c'est souvent une question compliquée pour bon nombre de joueurs qui souhaiteraient entamer une carrière professionnelle, en tout cas qui voudraient se donner les moyens d'une carrière Mmh. professionnelle. Ouais, Et tout puis à fait. parmi ceux-là, il y a ceux qui ont suivi les copains et qui, ont finalement été bons, du coup se sont laissés emporter, ont continué et se rendent compte qu'en fait le jeu, c'est un refuge et une façon d'exprimer, leurs, capacités et compétences, mais que c'est pas c'est pour ça aussi cette première re séance, elle est super importante avec un préparateur mental, permet de calibrer, prendre du recul et voir si: «OK, j'ai joué depuis la saison 6, ça fait 5 ans que je joue au jeu, je suis, assez fort, j'ai moyen de faire quelque chose, mais est-ce que ça correspond à ce que moi je veux? Déjà professionnellement, parce que c'est une chose de jouer, niveau amateur et avec ses potes, c'est une autre chose de travailler pour être, professionnel de League of Legends ou d'un autre jeu. Donc il y a toutes ces questions et cette projection à avoir, en fait, qui des fois fait beaucoup de bien. Ouais, ouais, bah, Même en général fait toujours beaucoup de bien. ouais, toujours, toujours, toujours. Il Il y y a a une des... question que je pose juste pour conclure sur ça, Vas-y. c'est qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier pour ce que vous voulez obtenir? Ah, cette C'est fameuse question, je la connais. Elle fait mal, mais elle est très révélatrice. Du coup, il y a des outils que tu utilises en préparation mentale. Enfin, c'est pas une question, c'est une affirmation, bien évidemment, puisque ça fait partie de ton job. Mais ce que je voulais savoir, est-ce que tu pourrais nous en citer quelques-uns de la préparation mentale? Et puis, on va arriver sur cette troisième partie. Quels sont les outils, hein, un peu, déjà pour commencer en préparation mentale?
Alors, faut savoir que de base, ce qui est gestion d'énergie, émotion, estime de soi, c'est un prérequis pour pouvoir progresser. Du coup, tout ce qui va être rapport à la relaxation, l'activation, c'est très important. Donc ça, c'est quelque chose qui me fonctionne excellemment bien avec la respiration. Différents Ok, types de respiration pour se calmer, s'équilibrer ou s'activer. ok. Donc ça, Donc c'est top. relaxation, activation. Tu peux en dire un peu plus? Alors relaxation, on imagine bien évidemment, c'est pour Mmh. action. Pour récupérer et se régénérer. Oui, tout à fait. D'accord. Et Mmh. l'activation? C'est la mise en mouvement et la dépense d'énergie. C'est le but même d'un échauffement, par exemple. C'est important quand tu veux, être au meilleur de tes capacités, d'être suffisamment prêt et actif au moment où on va te demander de faire des choses. Du coup, l'idée, c'est de monter en pression, de monter en activation avec soit, des échauffements, articulaires comme on connaît bien, dans, le sport traditionnel ou, respiratoires pour, faire monter la tension interne et puis, avoir une répercussion sur, la tension et toute la sphère cognitive. Alors du coup, j'ai une question. Tu parles d'exercice respiratoire pour s'activer. Mais si je Mmh. fais un exercice respiratoire pour se relaxer, donc Tout à fait. cet exercice-là en relaxation, est-ce qu'il vaut pour l'activation? Ben non. On est d'accord. Donc il y a Mmh. différentes formes d'exercice sur la respiration. Je n'utilise pas Exactement. le même pour me relaxer que pour m'activer, en tout cas. C'est ça. Ouais. Il suffit d'observer sa respiration à l'état, physiologique. Quand tu es allongé sur ton canapé à regarder une série, ton rythme respiratoire, il est très lent, très posé et il a tendance à, s'orienter sur le ventre. Tandis que quand tu commences à faire un footing, il est beaucoup plus rapide, et beaucoup plus léger, beaucoup plus supérieur. Ouais, Donc, beaucoup plus dans la cage thoracique. voilà, c'est ça. Il y a des zones qui sont propices à certains types d'états physiologiques. Comme je te disais, le ventre, concentration, calme, digestion. Cage thoracique et épaules, enfin omoplate même, c'est, activation, recrutement d'énergie. D'accord. Xil, présente-nous ce soir l'outil en préparation mentale que tu souhaites nous présenter. C'est quoi? Alors, c'est rigolo parce que j'avais déjà pensé à le faire, mais j'écoutais un podcast, en rentrant du travail, justement qui parlait une interview d'une triathlète, j'ai oublié son prénom, c'est sur, Extraterrien, c'est sorti hier et elle a donné, cet outil également donc en disant que c'était très simple mais très efficace. C'est la cohérence cardiaque. Ah, la cohérence cardiaque. Très Intéressant. connu, en tout cas moi je me suis spécialisé dans cet outil, pour, permettre, aux joueurs et aux personnes que j'accompagne de l'utiliser à fond. Ok, alors déjà, c'est quoi la cohérence cardiaque? C'est le fait de mettre, son rythme de respiration sur, une fréquence similaire à celle du cœur et qui est au final une fréquence biologique et en faisant un certain type de respiration, que ce soit 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration ou d'autres, parce qu'il y a des variations. Eh bien, tu vas entraîner une sorte de synchronisation. C'est-à-dire que, si on visualise par exemple, une courbe, une sinusoïde qui est, le rythme du cœur et une autre qui est le rythme de la respiration, on veut qu'ils se synchronisent sur la même. Et ce qui se passe en plus, c'est que la respiration, en tout cas, classique de cohérence cardiaque, elle est aussi calquée sur la fréquence des ondes cérébrales. Donc, c'est une sorte de méga combo condensateur de l'organisme. D'accord, ok, je vois un peu plus. Mais du coup, quelle problématique ça sert en fait? Mmh. Ça sert à se recentrer justement. Permettre, la classique, je reste toujours sur la classique, c'est, de, se retrouver à l'équilibre, de retrouver pied et en fait de réduire la fenêtre, dans laquelle, tes émotions par exemple, peuvent t'impacter. C'est-à-dire que dans la vie, on a des émotions fortes en mode: «Waouh, on est très énervé, très très en joie». Ou au contraire, on est très fatigué, très triste, ce genre de choses. Et l'idée en faisant ça, en condensant, et en synchronisant, nos fonctions, c'est de pouvoir fermer un peu cette fenêtre et d'éviter de passer certains points de non-retour où ce sont nos émotions qui nous contrôlent, par exemple. Ouais, quand t'as tilté, rage quit, avant Exactement, d'arriver à la cohérence cardiaque. exactement. Ça peut Ok, être, une façon de d'être en réaction, donc une fois que tu as subi, ce tilt comme tu le décris, ou alors ça peut être en prévention. Parce qu'on s'est rendu compte que le pratiquer pendant 5 minutes te protège pendant 4 à 5 heures. En tout cas, l'effet, ah ouais, rien que ça. bénéfice, du bénéfice, il est, de cette durée. C'est pour ça que le grand moyen mnémotechnique, c'est 3-6-5. C'est, 3 fois par jour, de respirer à un rythme de 6 respirations, 6 cycles respiratoires par seconde pendant 5 minutes. Donc 5 inspirations, 5 expirations pendant Ah, 5 donc minutes. là, tu le conseilles à le faire 3 fois par jour? Bah, si tu prends cette durée, d'efficacité qui est de 4 à 5 heures,
Si tu la multiplies par 3, tu as toute la durée de ton temps d'éveil. D'accord, ok. Et du coup, je reviens à ce que tu nous disais avant sur la phase de relaxation et d'activation. Est-ce que ça Ouais, s'applique dans ces phases-là aussi? ouais, ouais. Ce qui est intéressant en fait, c'est de pas, par exemple, pas dépasser un stade de surpression. Quand tu t'actives et que tu as un gros match, bah, c'est rester ok, focus. Et c'est aussi de rester suffisamment stimulé pour pas te dire bah c'est bon, on est les favoris, on va les exploser. D'accord. Mais Et tu vas avoir des variantes qui vont te permettre d'être plus dans l'activation, où on est plus sur une respiration qui va être haute, qui va être courte, où on va faire 6 secondes d'inspiration et 4 secondes d'expiration. On va aspirer plus fort et ça va faire monter en tension. Ou au contraire, quand tu te rapproches du sommeil, ou alors une phase de récup importante, c'est l'inverse. Tu inspires sur un temps plus court et tu expires sur un temps plus long. Mais en d'accord. fait, il y a l'action biologique de ça, c'est d'agir aussi sur le système nerveux. Il y a un système qui accélère, un système qui freine, sympathique et parasympathique. Quand tu expires, tu stimules celui qui freine, et quand tu expires, tu stimules celui qui accélère. Ok, donc exemple, je suis en pleine game de. Alors, je parlais de CS parce que je connais un peu plus, même League of Legends, peu importe, quoi qu'il arrive, le résultat est le même. T'es en solo queue, tes teammates font n'importe quoi, t'as envie de quitter, t'as envie d'insulter toutes les darons. Du coup, avant que ça arrive, ça, cohérence cardiaque. Ça, c'est quelque chose que tu vas faire à part pour te relaxer vraiment profondément. L'idée, en partie, c'est plus de chercher quelque chose quand tu es sous le coup d'une grosse émotion qui va te stabiliser. Donc, du autant d'inspiration que d'expiration. D'accord. Donc, de la respiration, j'ai envie de dire à peu près classique, mais C'est ça. Par contre, équilibré. en partie, c'est assez complexe d'appliquer ça parce qu'il faut au moins se donner une minute. Donc, c'est bien dans un entre-deux rounds sur CS, j'imagine que tu as plus de temps, ou Ouais. alors sur une pause dans un BO ou des choses comme ça. Tu nous fais une démonstration, tu peux nous faire voir à quoi ça ressemble exactement pour ceux qui nous écoutent et regardent pour que éventuellement eux de leur côté puissent se donner une vraie image de tout ça. On va faire une mise en bouche avant de l'appliquer et on fera une application réduite ensuite, Ok, pour être bien concis comme la méthode. allez. La première chose, c'est de prendre conscience des différents étages de la respiration. Et simplement en mettant la main sur le ventre et peut-être même la main dans le dos pour pouvoir sentir la variation de volume, de se concentrer sur le ventre et d'essayer de gonfler le ventre et de le vider. En respirant à votre rythme, bien sûr. Et de vider un max, 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 max. Et de vraiment prendre conscience de cet étage de respiration. Comment tu le sens là, Alex? Je le sens bien. Tu Je sens sens le que ventre c'est. qui se gonfle et se dégonfle? Ouais, Nickel. je suis Et à la l'aise. raison de pourquoi c'est si relaxant, c'est parce qu'en fait, ça va venir masser cette partie qui est molle et tous D'accord? les organes nobles qui sont là. Chez moi, c'est Du mou, coup, hein. ça. Chez moi aussi, c'est très très mou. Mais pour l'hiver, c'est parfait. Ensuite, tu vas avoir la respiration thoracique, qui elle est celle de l'énergie, celle qui est entourée par des os, qui est beaucoup plus forte. Et là, ce que je te propose de faire, c'est de mettre tes mains sur tes côtes flottantes, justement. Et pareil, de concentrer ta respiration sur cette partie-là. Superman qui gonfle son torse et qui sent les mains qui s'écartent. Et quand tu souffles, tu sens les mains qui se rapprochent et essaye d'amplifier encore plus ce geste. Bien vidé. Inspire. Tu sens les mains qui s'écartent et le torse qui gonfle de ouf. Et tu expires en rapprochant et en resserrant. Dernière fois pour bien sentir. Essentiellement là, tu peux sentir que ça chauffe et puis qu'il y a peut-être un petit peu de transpi qui commence à venir. Voilà. Ça, c'est celle qu'on fait pour vraiment donner de la patate. Et puis après, il y en a une qui est un peu bonus, qui est un peu cachée. Ouais, Celle dont je te parlais avec les omoplates et les épaules, qu'on pourrait un peu associer à une respiration de réserve. C'est par là qu'on respire quand on a un stress qui est prolongé et qui n'a pas de solution. Quand on est stressé, soit on fuit, soit on s'arrête complètement net, on est freeze, soit on combat. d'accord. Mais dans la vie moderne, on est très souvent confronté à des situations où bah, l'origine du stress, on peut pas la traiter et on reste frustré. Typiquement un patron qui te dit que t'as fait de la merde alors que c'était légitime, ou un teammate qui te dit que t'étais une daube alors que clairement il est pas mieux Ouais, et que t'étais droit dans tes bottes. Enfin bref. ouais. Quand ce stress s'accumule et reste et que peut pas être dissipé, ben c'est, tu vois, c'est là que c'est la respiration. Donc là, ce qu'on va faire pour essayer un petit peu de lui donner de l'air, c'est de mettre les deux mains sur les trapèzes, les épaules, et puis pareil. Sentir quand t'inspires que ça gonfle
Potentiellement que tes épaules se lèvent et que aussi tes omoplates se gonflent. Et quand tu souffles, sentir que ça se baisse. Tranquille. On va le faire encore 2 fois. Inspire. Tu sens là que le dos il est bien gonflé. Ouais. Et tu souffles. Allez, encore une dernière fois pour bien vider et puis faire place nette dans cet endroit où il peut y avoir un petit peu de déchets qui restent. Et tu souffles. Et typiquement, c'est une respiration que en réanimation, on va venir stimuler en mettant les gens face, ventre face au lit. Ils sont sur le ventre Ah, et du carrément? coup, la tête ouais, quand on était en période Covid, on l'a vu pas mal et c'est pour justement faciliter cette respiration dorsale. Ah bah, tu vois, j'apprends quelque chose. Une respiration dorsale, je connaissais pas. On est vraiment sur cette partie omoplate, haut du corps et puis aussi, du coup épaule. Moi, j'avais une idée peut-être préconçue de la cohérence cardiaque. Tu sais, sur YouTube, quand tu tapes En cohérence là, on n'a cardiaque. pas fait de cohérence cardiaque. On n'a pas fait de cohérence cardiaque là. Ah, on n'a pas fait de cohérence cardiaque là. Non, 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 là, je t'ai échauffé. Ah, c'était la partie échauffement. Et tu vois, Oui, oui, oui. j'ai pas suivi. Tu l'as dit, mais j'ai pas Maintenant, suivi. l'idée avec tout ça, que tu t'es sensibilisé à ces 3 étages, D'accord? ventre, torse, épaule, c'est d'essayer de respirer avec tout. On peut se prendre 1 minute ou 2 pour, justement respirer 5 secondes en inspirant et 5 secondes en expirant. Il y a une super application qui s'appelle, Respirelax, les termes d'Alvar, ça ressemble à ça et Respirelax, ok. c'est ça. Ça permet en fait d'avoir un indicateur avec une petite bulle Ok. qui monte quand tu dois inspirer et Ok. qui descend quand tu dois expirer. Et l'avantage de ça, c'est que tu peux le moduler autant que tu veux. Tu peux en fait aller dans les réglages Ah et oui. puis choisir combien tu fais. Il te propose équilibre, relaxant, dynamisant, entraînement. Et c'est toi qui choisis comment est-ce que tu fais. Donc Ok. là, ce que je te propose de faire, c'est de faire une séance de 2 minutes avec un thème d'équilibre. Comme on n'est pas encore en train d'aller se coucher, on a envie d'être actif encore pendant ce live et de bien conclure. Ouais. Donc on se fait ça. Ça me va Chaud? parfaitement. Je suis chaud. Allez. Vous êtes prêts? Comme ça, Déjà, tout le monde en position profite. assise, le dos si possible droit, avec les voies aériennes dégagées. Et souvent un petit bonus, c'est de Dégonfler. décrypter la Ouais. Ouais. ceinture. Ah, tu vois. Sinon le J'attendais que tu ventre me le après, dises depuis le début du live. Là, je me sentais un peu compressé. Voilà. garde ton pantalon quand même. Allez, préparez-vous. C'est bien de rigoler avant, ça permet de De pareil relâcher un échauffer, ça petit fait peu partie du le travail. diaphragme. Allez, on est parti. On inspire, on expire. Et l'idée toujours, c'est pas de se bloquer, de rester dans une inspiration constante, pas forcément très forte, mais continuer d'expirer. Expirer avec la bouche, c'est pas mal parce que ça permet de réduire le volume d'air. Inspire par le nez, c'est le mieux. Et souffle avec la bouche en laissant passer un petit filet d'air. Inspire de nouveau. Et souffle doucement. Tout va bien? Parfait. Inspire. En pensant toujours à ces 3 étages qu'on a vus avant. Et expire en vidant ces 3 étages. Les épaules, le torse, le ventre. Et inspire dans l'autre sens, ventre, torse, épaules. Et souffle. Inspire. Et souffle. Au fur et à mesure de la pratique, tu vas sentir justement cet état de synchronisation et de pause qui va s'installer. Et souffle. Et en mettant ton corps dans les meilleures dispositions, de cette façon, tu vas favoriser un état intérieur propice à la bienveillance et à des émotions beaucoup plus nobles et beaucoup plus positives que ce que tu as l'habitude. Inspire et expire. Et rien que le fait de mettre le corps dans un état synchronisé favorise aussi un chemin pour l'esprit d'être beaucoup plus apaisé, beaucoup plus détendu. C'est génial, j'adore. Et expire. Et on s'arrête sur cette respiration-là. Nickel. Voilà, ça fait 2 minutes. L'idéal, c'est 5 minutes, mais encore une fois, adaptez-le à vos besoins.
Si vous avez pas 5 minutes, si vous vous faites chier au bout de 5 minutes, si vous avez la tête qui tourne, ça peut aussi arriver parce que vous respirez beaucoup plus d'oxygène que d'habitude. Ouais. Diminuez le temps, diminuez les respirations ou passez par exemple au lieu de faire 5 secondes et 5 secondes, 4 secondes et 4 secondes ou alors plus loin. Ça dépend de vous. J'ai remarqué qu'au début, c'est un peu difficile de se caler. C'est pas forcément. Ça C'est paraît un vrai naturel jeu. en soi, mais il y a un petit temps d'adaptation. Et Il y j'imagine a un qu'avec la challenge, il y a un pratique, après. challenge, c'est ça, c'est ça, c'est ça. L'idée, c'est d'être capable de suivre la bulle. Ouais. Et si tu pousses le délire encore plus loin, quand tu travailles cette chose-là, tu peux aussi utiliser un capteur de pouls que tu mets au bout de ton doigt et qui te permet de détecter ton rythme cardiaque. Et c'est pas l'effet sur le rythme cardiaque qui nous intéresse, mais c'est l'effet sur les variations de vitesse du rythme cardiaque. Parce qu'il faut savoir que notre pompe, notre cœur, qui est au final le siège de nos émotions, c'est quelque chose qu'on pourra évoquer peut-être plus tard, eh ben, il a des différentes vitesses. C'est comme un coureur. Un coureur, il a des foulées et il va à une certaine fréquence moyenne. Mhm. Mais par contre, il utilise des petites foulées des fois et des grandes foulées. Ouais. Pour passer un obstacle, et quand tu as un challenge émotionnel typiquement, c'est plus facile de varier des petites foulées à l'approche et une grande foulée pour enjamber, typiquement. Ben, le cœur, il fait la même chose. Il change son rythme. C'est des microsecondes, c'est des centièmes de seconde et des dixièmes Ouais. de seconde. Je vois. Mais il faut savoir que plus tu vas avoir une variabilité du cœur, une variabilité cardiaque qui est élevée, plus ça va être facile pour toi de t'adapter à des changements émotionnels ou environnementaux. Et en faisant la cohérence cardiaque, tu augmentes et entraînes cette capacité-là. Et avec le capteur au bout du doigt, tu peux voir ces choses-là et évaluer ton niveau de synchronisation et ta progression, et si tu suis correctement la bulle ou pas. Et super. Donc, du coup, pour résumer, prendre conscience un petit peu de ces parties-là, derrière faire ça. Et donc, du coup, dans l'idéal, si tu fais un entraînement de 3 fois par jour, 5 minutes, donc 15 minutes par jour, 5 minutes le matin, 5 minutes le midi, 5 minutes le soir. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer au bout de 2 semaines, 3 semaines, un mois, 2 mois, 3 mois? Ouais, que des bonnes Incroyable, choses incroyable. forcément. Ah oui, oui, oui. Alors, faut savoir que encore une fois, c'est là que le bas blesse, c'est la régularité qui apporte le plus de bienfaits. Et le plein potentiel arrive après un mois de pratique. Mais il faut savoir que simplement une pratique ponctuelle apporte beaucoup, au point de vue du niveau de cortisol, qui est l'hormone du stress dans le sang, au point de vue de ce qui va être de la tension artérielle. Il faut savoir que ça, c'est un outil qui est utilisé et recommandé par les sociétés savantes de cardiologie. Donc c'est un traitement, d'une certaine manière. Donc c'est vraiment reconnu comme très efficace. Et par contre, si tu te projettes dans l'idéal et une pratique régulière, là tu peux toucher des bénéfices comme une augmentation de l'immunité, une meilleure capacité de réaction, une meilleure concentration. Ce genre de choses qui nous intéressent tout Incroyable. particulièrement en tant que gamer pour pouvoir avoir les meilleures mécaniques et les meilleures réactions dans le feu. D'ailleurs, dans le chat général du Discord Mental In Game, on en parlait. Il y avait un de nos viewers qui nous demandait comment générer un peu plus de concentration. Alors, c'était pas forcément sur la partie gaming, mais plutôt dans sa vie IRL, notamment au Mhm. lycée, puisqu'il est en première et il demandait comment générer plus de concentration, puisqu'il décrochait un petit peu sur certains cours. Ouais. Donc, la cohérence cardiaque peut être un outil qui améliorerait cet aspect-là, en tout cas, de la concentration. Se concentrer sur quelque chose entraîne le muscle de la concentration, et suivre une petite boule pendant 5 minutes, c'est un sacré effort de concentration. Et je reprends juste le fait que tu as repris la version optimale, qui est de travailler sur 3 fois par jour. Vous pouvez aussi vous diminuer la charge à le faire avant les périodes de stress. Je pense que c'est le plus intéressant. Si vous utilisez celle-ci, qui est celle de l'équilibre, faites-le en anticipation, genre 1 heure avant. Ça peut être dans votre routine quand vous allez passer sur le ladder et vous savez que ça va être tendu pendant 2-3 heures, vous allez devoir vous contrôler. Ça peut être intéressant en anticipation de la pratiquer. Et Juste une fois dans la journée, par exemple, ça suffit. est-ce que ça a un intérêt de faire de la cohérence cardiaque en collectif? Clairement, clairement, clairement. Quand tu synchronises justement ce rythme pour toi, eh ben, d'une certaine manière, même si nos horloges biologiques sont différentes les uns des autres, elles sont quand même programmées sur la même base, sur le même code. Eh ben, tu vas avoir du coup tous tes mates qui vont être dans une fenêtre de performance beaucoup plus adéquate pendant la même période de temps. Donc vous allez mieux vous entendre sur cette période, vous allez être plus en phase, et toujours le fait de pratiquer quelque chose en commun, même si ça nous fait bien rire de suivre une petite boule de respiration, ça unit et c'est toujours chouette d'avoir cette cohésion qui se crée. Bon, super. Merci
Merci infiniment Xil de nous avoir initié à cet outil que tu maîtrises parfaitement. Je Tu as été pense un que très bon ça va élève, servir. félicitations. Bah merci à toi. Je me sens très bien pour continuer et terminer ce live avec toi sur Si Mental les in Game. viewers veulent découvrir des nouvelles techniques, je Ouais, suis en train de faire un défi sur mon site internet et ma chaîne YouTube où toutes les semaines je fais découvrir un outil de préparation mentale. La d'accord. cohérence cardiaque n'était pas encore arrivée, vous l'avez en exclu. Tu vas nous en parler juste avant de terminer. On avait une question que un viewer nous a envoyée. C'est un capitaine d'une équipe CSGO qui joue en ESEA Main. Lui, il n'arrive pas à redonner confiance à ses mates quand ça tourne mal. En fait, du coup, le moral en fait est complètement down dans l'équipe. Et il Mmh. dit, moi, ça me met en rage de voir qu'il ne communique plus. Il essaie de les remotiver, mais voilà, quand ils se prennent 1, 2, 3, 4, 5 rounds d'affilée la partie CT ou terreau, peu importe. Ouais. Du coup, il dit j'ai beau leur dire, mais on sent que c'est trop dur de reprendre le dessus. Comment Mmh. je peux améliorer cet aspect en team? Je pense que la clé là-dedans, c'est la préparation. C'est-à-dire que si tu prends les devants avant que cette situation arrive, parce que tu sais maintenant qu'elle va arriver, et chacun dans l'équipe l'a expérimenté, prends les devants, soit en groupe ou individuellement, de demander à chacun comment est-ce qu'il se sent dans ces moments. Parce que je pense qu'il y a différentes émotions qui peuvent arriver là. Peut y avoir de la colère, peut y avoir de la honte, peut y avoir de la tristesse, et plein de choses qui justement entraînent ce mutisme et cette disparition de la communication qui, toi, te fait enrager. Donc l'idéal, c'est d'essayer de trouver ce qui se passe chez chacun, pardon, et la façon de toucher chacun. Comment est-ce que tu vas réussir à les remettre dans le droit chemin? Est-ce que ça va être avec des paroles encourageantes? Au contraire, est-ce que ça va être en piquant son ego, en disant: «Attends, tu vas te faire battre par cette équipe de merde»? Il va y avoir différentes choses qui peuvent être en jeu et tout l'intérêt, c'est de connaître les personnes que tu leads et c'est là toute la responsabilité du leader et de savoir comment les remobiliser. Donc là, je t'ai donné 2 pistes. En fait, avec la valorisation, ce qui est super bien, c'est aussi de réorienter l'énergie. Si tu vois que les personnes échouent à une certaine tâche, bah, axe-les sur quelque chose que tu sais qu'ils sont capables de faire et mets la dynamique du groupe et la force du groupe dans ce sens. Si c'est pour tenir, enfin, si c'est sur une défense, dis ok, on a du mal à défendre, on va se concentrer sur la défense de ce point-là et on va essayer d'ouvrir après petit à petit sur d'autres choses. Mais reprendre le contrôle. C'est quelque chose qui marche super bien. Le mal-être des gens est très souvent lié à l'absence de contrôle. Ouais, en tout état de cause, rien ne sert d'aller leur dire Tête que bêche. rien ne va pas. Ouais, tête bêche, d'où l'importance de bien connaître ses mates, Bah, d'apprendre déjà, le fait d'avoir vécu cette situation, c'est super riche et super encourageant pour lui parce que ça lui a fait découvrir une nouvelle facette de ses coéquipiers et de son équipe, je pense. Merci Xil de nous avoir fait l'honneur de Merci à venir toi. sur Mental in Game ce soir pour ce second live. Je rappelle que Xil Fabien est donc préparateur mental sur la Mmh. plateforme Mental in Game. Vous le retrouvez parmi les autres profils sur le site mentalingame.com. J'espère que ça vous a plu. Je vais te laisser le dernier mot de la fin. Ce sera l'occasion justement de parler du challenge que tu as lancé. Je Mmh. pense que ça peut intéresser beaucoup de monde. Puis aussi citer quelques-uns de tes réseaux si on veut te retrouver. De toute façon, pour ceux qui regarderont YouTube, je mettrai ça en description. Je te laisse le dernier mot et puis je conclurai à la fin. Bah, sur les réseaux, c'est surtout sur Twitter que vous pouvez me voir actif et ce fameux challenge que je me suis lancé, c'est, sur mon site Performance Fabien, de publier un article et une vidéo toutes les semaines sur, un outil de la préparation mentale, une méthode, un exercice, quelque chose qui va vous permettre de progresser et de vous reconstruire mentalement pour, être, bah, au top et puis dépasser vos limites. Donc je me suis dit que 31 semaines et 31 techniques, ça serait beau challenge. Faut trouver les techniques, faut réussir à les amener de la façon la plus interactive possible parce que je sais bien que sorti de son contexte, ces outils sont pas forcément les plus évidents. C'est à vous aussi de voir comment est-ce qu'ils vous touchent ces exercices. Il y en a certains qui vont pas être forcément très adaptés à vos besoins vu que c'est balancé tel quel, mais il y a forcément des choses qui vont vous toucher, qui vont faire sens avec vos besoins actuels, vos peurs, vos limitations et vos blocages. On te retrouve donc pour ce challenge sur ton site web. Yes, et sur la chaîne YouTube, Je mets Performance tout, Fabien. je mets tout ça en description. Performance Fabien, on le retrouve Point là-bas. .com. Et merci encore à toi. Et je vous dis, quant à moi, à la prochaine pour un nouveau live avec un nouveau préparateur mental. Salut et bonne soirée. Ciao. Ciao.